Si l'on demandait à un citoyen pris au hasard ce que signifie pour lui le 25 novembre, nul doute que cela ne lui évoquerait pas grand-chose. C'est pourtant la date choisie par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Son origine remonte à 1960. Lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabel furent assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Elles devinrent alors les symboles du combat pour éradiquer ce fléau qu'est la violence à l'égard des femmes. Quelques décennies plus tard, l'événement ne parvient toujours pas à capter l'attention de la communauté internationale. Pourtant, les sévices et tortures infligés par des hommes à des millions de femmes sont bien réels. Aux États-Unis, une femme est battue par son partenaire toutes les 15 secondes. En Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes. Au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont subi des abus physiques de la part de leurs conjoints. Radio des Sans-Voix vous invite ainsi à suivre ce reportage réalisé en France et en Algérie sur cet événement qui est le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Je veux que mes filles grandissent dans un monde sans violence contre la femme. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour monsieur. Bonjour ma fille. Puis-je vous poser quelques questions? Bien sûr, ça dépend. Merci. Que signifie pour vous la journée du 25 novembre? Oh mon Dieu, quelle question. Il faut d'abord savoir ce que c'est que la journée du 25 novembre. Je n'ai pas encore lu la presse, je n'ai pas encore écouté les informations à la radio, donc j'avoue mon ignorance totale et je donne ma langue au chat. C'est quoi d'abord la journée du 25 novembre? La journée du 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quel sujet. Vous savez, ma fille, pour répondre à une question pareille, il faudrait se concentrer. Et pour donner une réponse intéressante, qui soit intéressante plutôt. Cette journée, donc c'est une journée porte ouverte. Toutes les associations et institutions ont des stands. Il y aura des activités culturelles, il y aura une formation pour les journalistes sur le traitement médiatique et les pratiques journalistiques des violences faites aux femmes, dans un esprit respectueux des droits des femmes et de leur dignité, comme ce qui se passe actuellement sur certaines chaînes, qui est vraiment quelque chose de scandaleux au détriment des droits fondamentaux des femmes. Et puis, dans les régions, il y a des activités, puisque c'est 16 jours d'activisme pour lutter contre la violence. Je voudrais aussi insister sur le fait que nous avons fait un appel à la mobilisation. Il y a une pétition que nous essayons de faire signer par le maximum de personnes. L'ONU parle d'une pandémie. Jusqu'à 70% de femmes dans le monde sont confrontées à la violence physique ou sexuelle dans leur vie. Cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est l'occasion pour nous de dresser un bilan. Ces violences faites aux femmes ne sont pas, il faut le savoir, que le lot des pays pauvres ou encore en voie de développement, mais également des pays industrialisés. Et ce chiffre qui fait toujours froid dans le dos, qui semble immuable en France, ça fait chaque année, on le répète, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups d'un homme. Alors comment faire pour éradiquer cette violence multiforme, mariage forcé, mutilation génitale, viol? La violence contre les femmes est une violation des droits de l'homme. Doit-on condamner les auteurs selon vous? Mais bien sûr, c'est implicite. Ça va de soi. C'est une vérité de la police. Il faut condamner toute forme de violence.
à l'égard des femmes ou des enfants ou même entre hommes ou entre femmes. La violence est condamnable. Le message que je voudrais transmettre, c'est surtout que la violence dans un couple, c'est intolérable et que chaque femme qui subit ce genre de traitement doit pouvoir en parler parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut qualifier de normal. Je trouve inadmissible que des choses comme ça puissent se produire et qu'on passe ce genre de choses sous silence. Il faut que ça s'arrête, donc il faut que les femmes osent parler et il faut surtout qu'on accepte de les écouter. Le silence est pire que tout parce que c'est un exemple qui reçoit en pleine figure d'une violence du père. C'est le mariage, donc voilà comment quelqu'un qui a aimé une personne peut un jour abîmer ce corps et blesser son âme et son esprit. À ce point-là, c'est monstrueux. La violence contre les femmes résulte d'une discrimination à l'égard des femmes, tant dans le droit que dans les faits, ainsi que la persistance d'inégalités entre hommes et femmes. Comment peut-on lutter contre cette discrimination et ce sentiment d'inégalité? D'abord, honnêtement, je pense que c'est une rumeur, c'est des déayats, hein? Et parce que moi, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ce phénomène systématique. Il n'est pas systématique. Et il n'y a pas pour moi de vraie discrimination contre les femmes. Les femmes, moi je pense qu'elles ont tous les droits. Je ne sais pas si on peut expliquer malheureusement cette situation, mais en tout cas le constat est là. Le constat, c'est que la violence elle est en augmentation. Je pense que la prise en charge, ou surtout la prise de conscience collective est encore loin pour dénoncer les violences et surtout que ça soit quelque chose d'ancré dans notre société. Parce que la violence a été souvent banalisée, elle a été souvent mise dans la sphère privée et le fait de la faire sortir de la sphère privée à la sphère publique, ça prend énormément de temps. Mais on peut dire quand même que beaucoup de femmes courageuses ont brisé la loi du silence et ont dit non à cette violence-là. Ce qui me pesait depuis tant d'années, c'était justement ce fait que je ne me sentais pas aimée par mes parents, que je m'étais jamais sentie respectée. J'avais été abusée quand j'étais petite, j'avais été frappée par mon père. Donc j'avais pas connu cet amour du foyer. Donc je pouvais pas imaginer que des amis pouvaient m'aimer. Je pouvais pas imaginer qu'on pouvait m'aimer finalement. Que je suis digne d'amour et que finalement on est toutes dignes d'amour. La violence contre les femmes est un problème mondial. Jusqu'à 70% des femmes sont victimes de la violence au cours de leur vie. Doit-on attendre le 25 novembre pour faire la lumière sur cette pratique dont la femme est victime? Je me méfie de ces chiffres, de ces statistiques, parce que c'est à vérifier, c'est à prouver, parce que là, c'est un peu amplifié, c'est un peu exagéré. Je ne pense pas que ce soit 70% de discrimination, je ne pense pas. Sauf dans les communes rurales, enclavées dans toutes les douars et dans tous les du monde entier, que ce soit en Amérique du Sud ou même en Algérie. La violence qui s'exerce contre les femmes et les jeunes filles est une agression ignominieuse contre la dignité humaine. Mais c'est incroyablement répandu dans tous les pays. La plupart du temps, la justice n'intervient pas, et quand c'est la guerre ou qu'il y a une transition violente, c'est pire. En 2010, en 3 jours seulement, des groupes armés ont violé plus de 150 femmes et jeunes filles dans la région de Walikale, en République démocratique du Congo. En Égypte, en 4 jours, 17 femmes ont été mises en détention et torturées. Certaines ont été contraintes à demander elles-mêmes un examen de virginité. Je
شعوري كسميرة عندما برأت المحكمة العسكرية الجندي الذي قام بكشوف العذرية هي بداية القضية. المحكمة العسكرية اختزلت القضية في جندي، رغم ان اللي عمل الانتهاكات دي مش الجندي بس، انما عبد الفتاح السيسي هو من اشرف على الانتهاكات في السجن الحربي. زائد ان المرأة دورها يعني في القانون مش بيحميها. المرأة في مصر بتتعامل كأنها درجة رابعة بعد الذكر وبعد الحيوان وبعد الجماد، فإذا في مرأة، فالمرأة في مصر تعتبر المواطن درجة رابعة. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, environ 200 000 femmes de confort étaient devenues des esclaves sexuelles au service de l'armée japonaise. Depuis 1992, Kim Bok-dong et d'autres victimes se rassemblent chaque semaine devant l'ambassade japonaise de Séoul et demandent justice. Les femmes et les jeunes filles de Colombie sont violées, puis servent d'objets sexuels aux participants au conflit qui abusent d'elles pour les punir ou les faire taire. La violencia sexual en Colombia se ha practicado por todos los actores armados, tanto los actores legales como los actores ilegales, como una estrategia de guerra y constituye también, desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia, un crimen de lesa humanidad, en tanto que nosotras consideramos que su práctica ha sido generalizada y sobre todo ha sido sistemática en el país. Passez à l'action maintenant et rejoignez ces femmes qui font campagne pour que les responsables de violences contre les femmes soient traduites en justice. Comment peut-on lutter contre ce sentiment de discrimination et d'inégalité? Vous savez, c'est très difficile de lutter lorsque la femme est analphabète ou lorsque la femme ne connaît pas ses droits ou lorsque vous avez des hommes haggarins. Là, c'est difficile. C'est au cas par cas. Je sais pas, c'est vrai, c'est de la rage, c'est... Comment on peut définir ça? Et puis savoir quoi? Je sais pas jusqu'où on peut arriver à ce genre de fait. Non, mais c'est parce qu'il était un peu jaloux. Oui, mais je l'ai provoqué. Il m'a promis qu'il recommencerait pas. C'est un accident. C'est parce que je suis tombée dans l'escalier. Au Québec, une femme sur 32 est victime de violences conjugales. Seulement 28% des victimes signalent leur situation. La violence conjugale est la cause principale de mortalité chez les femmes de 19 à 44 ans. Et ce, partout dans le monde. Avant même la guerre, le cancer et les accidents de la route. Chaque année, 95 femmes meurent suite aux blessures infligées par leur conjoint. Ensemble, brisons le cercle de la violence. Dénoncez votre escalier. Avant qu'il ne soit trop tard. La plupart des coups que je recevais étaient bien souvent des coups qui ne laissaient pas de traces. C'est-à-dire que j'avais des coups de boule. Donc comme j'avais une frange, on ne voyait rien au niveau de mon front. Souvent j'étais tirée dans toute la pièce par les cheveux. Donc là aussi on ne voyait rien. Mais moi j'avais une tête... J'ai préféré dire que c'était autre chose. J'ai sous-estimé mes amies. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point elles sont là, elles m'aiment, et elles me prennent comme je suis. Quels sont les efforts déployés par l'Algérie pour prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles de tous les horizons? Alors là, je suis catégorique. En Algérie, puisque je vis en Algérie et j'y réside, donc je ne pense pas que ça soit vrai. Parce que moi, quand j'allume ma télé,
Je vois la PN, je vois presque autant de femmes que d'hommes. Dans ma vie professionnelle et dans ma longue expérience, j'ai rencontré beaucoup de femmes responsables, peut-être autant que les hommes. Le corps de la magistrature est majoritaire, il y a plus de femmes que d'hommes. Là, je suis catégorique. Le corps enseignant, il y a plus de femmes que d'hommes. Là, je suis catégorique. Le corps médical, il y a plus de femmes que d'hommes. Où est la discrimination? Moi, je crois qu'il y a une discrimination contre les hommes. À l'université, les femmes sont majoritaires. Je ne pense pas qu'il y ait discrimination, ma fille, sauf si elle est analphabète, elle n'a jamais été à l'école et elle réside dans un coin reculé. Mais ça, c'est pas une généralité. Même si elle est analphabète et tout, comment peut-on lutter contre cette discrimination? Alors là, c'est difficile. Si on a affaire à une famille traditionnelle, c'est difficile. Le langage ne passe pas, la discussion ne passe pas. C'est difficile. Donc que faut-il faire? Des campagnes de sensibilisation? Voilà. C'est l'ultime solution qui est hypothétique, parce que ce n'est pas sûr qu'elle réussisse. C'est de sensibiliser par tous les moyens qui existent. On va commencer avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une ancienne femme battue. Oui. C'est ça. Vous avez 2 filles. Oui, tout à fait. Alors, vous vous en êtes sortie? D'abord, c'était de la violence psychologique au départ. C'est-à-dire, c'était des insultes? Les insultes, l'éloignement de la famille, les privations, l'isolement. Après, c'est devenu les coups, pour rien. Un repas qui n'était pas pris à l'heure, un lit qui n'était pas fait comme il faut, un menu qui lui convenait pas, une recette que j'avais pas fait comme sa mère. Donc voilà, pendant 3 ans, ça a été ça. Comment vous réagissiez à chaque fois? Étant donné que j'étais une enfant battue et que ma dernière gifle par ma mère, je l'ai pris à 23 ans dans la rue, pour moi, c'était la continuité, en fait. C'était ma vie, voilà, j'étais destinée à ça. Et puisque ma mère m'a battue pendant des années, c'était ma vie. Et votre père était violent avec vous? Mon père m'a mis une gifle une fois à cause de ma mère. Et par contre, lui, ça a été un homme battu pendant 33 ans. Et au bout de 33 ans, il a quand même décidé de quitter ma mère. Et il l'a aimée jusqu'à son dernier soupir. Et à quel moment vous avez pris conscience que la situation n'était pas normale? Au bout de 3 ans, il y a eu des coups plus forts que les autres, où j'ai vraiment senti que cette fois-ci, j'allais y passer. Vous avez eu peur? J'ai eu très très peur, et j'ai pris une lampe de chevet, et j'ai essayé de lui casser sur la tête. J'en pouvais plus parce que j'arrêtais pas d'appeler au secours. Et donc à ce moment-là, quand j'ai senti que j'allais le tuer et que la lampe, par bonheur, est restée branchée et que le fil était trop court, j'ai pris la décision de le quitter. Et puis à ce moment-là, il m'a demandé pardon, qu'il voulait recommencer une autre vie avec moi. Bien sûr. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je lui ai annoncé, au lieu d'avoir, comme dans tous les couples, quand on annonce une grossesse, c'est le bonheur. Moi, j'ai pris des coups. Il était encore plus agressif, plus violent quand vous étiez enceinte, pendant votre grossesse? Ah oui, j'ai failli perdre mon bébé plusieurs fois. Financièrement, et vous coupez les vivres? Alors, je travaillais, mais il fallait que je lui amène la totalité de ma paye. Je devais justifier de chaque dépense et je n'avais pas un centime sur moi, à part le strict minimum pour prendre le bus, par exemple, pour aller au travail, en donnant le ticket de bus pour justifier de l'horaire à laquelle j'avais pris... Mais alors, comment vous expliquez que vous ayez pu rester 10 ans? Ça paraît incroyable. Parce que de toute façon, j'étais seule, ma famille le savait, on n'avait pas d'amis et il n'y avait pas autant de numéros, d'associations, Puis c'était tabou, on n'en parlait pas. C'est vrai qu'on n'en parlait pas, mais quel sentiment vous aviez pour votre bourreau, entre guillemets? Au début de l'incompréhension, après, c'est normal parce que, voilà... Mais est-ce que vous l'aimiez malgré tout? Je l'aimais comme une folle, oui. Même quand il vous battait, même quand il vous humiliait? Je pensais humiliait? toujours qu'il allait changer. Il était d'une jalousie maladive. Frédéric, c'est vrai qu'on vous a vu assez souvent ces derniers temps dans les médias.
parce que vous êtes entre guillemets un repenti. Vous avez écrit un livre d'ailleurs à ce sujet. Il y avait un monstre en moi, puisque vous étiez un homme violent, et vous allez nous raconter comment vous en êtes sorti. Et dans votre histoire personnelle, il y a des choses qui pourraient expliquer votre violence? Au sein du couple parental, il y avait eu de la violence. Entre vos parents à vous? Mon père avait été extrêmement dur avec moi. J'avais une enfance, je dirais, en morceaux, mais en même temps, je ne voulais pas remettre toutes mes explications uniquement là-dessus. Et simplement, je m'étais construit d'une certaine façon qui a fait que, avec Sabrina, ça craquait. Comment ça s'est passé, cette thérapie? Ça consiste en quoi? C'est une thérapie collective? C'est comme c'est des groupes comme pour les alcooliques anonymes? Enfin, comment ça se passe? Oui, c'est un peu ça. Donc ça se passe entre 3 mois avant le jugement. C'est-à-dire, je sais où j'en suis, quelqu'un m'avait bien... Donc une démarche personnelle de votre part. Je prends cette... Moi, j'ai plus d'autres solutions. J'ai recherché au plus profond de moi-même, par des activités, par des discussions, de la lecture. Je n'avais plus aucune solution. J'étais au bord du précipice et ma seule issue et mon seul espoir, c'était de me rendre... Et ça a duré combien de temps? Et donc ça va durer comme ça pendant 2 ans. Vous êtes allé jusqu'au bout? Vous n'êtes pas dit, là, je ne vais pas pouvoir... Alors le plus dur, c'est le début. On y va, on se demande pourquoi, à quoi ça va me servir. On a le réflexe de se dire je suis pas fou. Et en même temps, au fond de moi-même, je savais très bien que j'avais besoin d'aide. Vous le faisiez pour vous? Vous le faisiez pour votre couple? Là, j'avais plus d'espoir je ne pensais plus au couple. On était arrivé au terme de quelque chose. Avant tout, pour quelque part sauver ma vie. Donc tous les 15 jours, je m'y rendais de manière assidue. C'est pas une partie de plaisir, pas du tout. Il faut se booster, il faut y croire. Même si au début, on ne ressent pas de résultats, ça ne sera pas immédiat. Ça sera dans la patience, dans le temps. Et là, je me suis dit, ça prendra le temps qu'il faudra, mais quand je ressortirai de là, il y a quel moment précis précis de l'espoir. Vous vous êtes senti guéri en vous disant, c'est bon, je suis sorti d'affaire? Il y a eu, au bout de 6 mois, j'ai commencé à avoir du plaisir, de la compréhension sur ma manière de fonctionner, à identifier des choses dans mon comportement. On réapprend. Moi, j'ai réappris à parler aussi, à verbaliser, parce que ça fait partie de mon histoire, mais jusqu'à à peu près 6 ans, j'avais du mal vraiment à m'exprimer. Et avec vous, Françoise Brié, bonsoir. Vous êtes vice-présidente du réseau Fédération Nationale Solidarité Femmes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un profil type de femme battue? En tout cas, est-ce qu'il y a une prédestination? Non, je pense qu'il n'y a pas de profil type de femme battue. D'ailleurs, je ne dirais pas femme battue, mais femme victime de violence. Vous l'avez très bien exprimé en expliquant qu'il y avait des violences verbales, psychologiques, effectivement, physiques, c'est pas que des coups, tout à fait. économiques aussi. On oublie souvent la confiscation des ressources ou administratives, quand on vous confisque vos papiers. Non, je crois qu'il n'y a pas de profil type, mais dans nos associations, nous rencontrons aussi des femmes qui n'ont pas eu d'histoire de vie complexe, donc ça peut ni tomber difficile, sur n'importe qui. Voilà, et qui ont, par contre, effectivement, qui trouvent un compagnon violent et qui d'ailleurs disent souvent, mais comment est-ce que j'ai pu effectivement être victime de violence? On se dit, moi, l'homme qui va lever la main sur moi, forcément, je pars tout de suite. Et en fait, les choses ne sont pas si simples. Les choses ne sont pas si simples parce qu'évidemment, n'importe quelle femme qui reçoit une gifle va partir. Ce que font souvent les auteurs, c'est qu'ils ont une stratégie très claire, c'est-à-dire de détruire l'estime de la personne, d'avoir des attaques tout de suite, en fait. psychologiques, voilà, de façon à dénigrer, à rendre la personne aussi coupable et responsable de la violence. Voilà. Psychologiquement. Et de l'isoler, c'est vrai que... Et puis la peur également, et ensuite viennent les coups. Donc on est dans un cycle très particulier qu'on décrit très bien, avec des phases de rémission. Les auteurs de violences se montrent plus sympathiques, où les femmes retirent les plaintes et le cycle de la violence revient avec des phases de plus en plus graves et de plus en plus rapprochées jusqu'à parfois
évidemment Mais des comment vous tentatives expliquez d'homicide. Mais alors justement, est-ce qu'il y a des signes qui devraient nous alerter? Parce que c'est vrai, au début, on est très amoureuse, donc on dit que l'amour rend aveugle, mais est-ce qu'il y a quand même des signes qui devraient nous alerter, Françoise Brier? Je pense qu'effectivement, le dénigrement, les petites attaques régulières sur la personne peuvent déjà être des signaux d'alerte. Je pense que c'est important d'être vigilante. Et c'est souvent quand on déconstruit avec les femmes l'histoire de violence qu'elles se rappellent finalement que dès les premiers mois, il y avait déjà du dénigrement, il y avait déjà des attaques sur elles-mêmes. Et puis je pense qu'on est aussi, nous, tout le monde, construite aussi avec une histoire, avec des stéréotypes de ce que c'est qu'une relation de couple, de ce que c'est que l'amour. Mais quand vous parlez de petites attaques, c'est quoi concrètement? Une insulte, c'est le début d'une violence, par exemple? C'est le début de la violence? Oui, bien sûr. Mais ces petites attaques, c'est quoi concrètement? C'est tu t'habilles mal, change-toi. Peut-être que si ta famille n'est pas cohérente, ta famille n'est pas correcte, tes amis sont nuls, peut-être qu'on va... Voilà, c'est un contrôle. Ou alors des personnes qui vont téléphoner 20 fois de suite à la personne pour contrôler, etc., etc. Donc effectivement, c'est le non-respect de l'autre, la non-égalité aussi des droits. Et voilà, je pense que c'est important aussi que les femmes puissent décrypter ces premiers signes. Et si elles se posent des questions, à ce moment-là, d'appeler peut-être les numéros d'écoute. Mais juste on va pour pouvoir les aider à comprendre. Je voudrais juste qu'on revienne un peu sur à quel moment on se dit, oh là là, là, ça peut être... il faut faire attention, le comportement n'est pas tout à fait normal. Et puis après, ça peut être l'escalade. À quel moment, vraiment, il faut être sur le qui-vive? Alors, je crois qu'il est important de faire la différence entre conflit de couple et violence conjugale. Donc, c'est extrêmement important. Dans une violence conjugale, enfin, dans les violences conjugales, il y a toujours quelqu'un qui a le dessus sur l'autre. Donc, qui va effectivement être toujours raison, un dominant, qui va avoir toujours raison, qui va toujours tout contrôler et qui va toujours vous dénigrer. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Alors que dans le conflit de couple, on est à égalité. Sans que cet homme devienne violent un jour pour autant. Je pense que si on est dans la violence conjugale, il n'y aura peut-être pas des violences physiques tout le temps, mais en tous les cas des violences psychologiques, et vous l'avez très bien dit, qui sont extrêmement destructrices et qui peuvent parfois aboutir à des situations de tentatives de suicide aussi pour les femmes. Les femmes disent que les mots les ont tuées. Alain Legrand, bonsoir. Vous êtes psychologue et vous travaillez avec des hommes violents depuis 25 ans maintenant. Oui. Alors justement, déjà, est-ce qu'il y a différentes catégories d'hommes violents? Effectivement, à mon sens, il y a différentes catégories, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un profil type de l'auteur de violence, mais en tout cas, effectivement, certaines catégories. À mon sens, la distinction première que je fais, c'est justement de distinguer entre hommes violents, c'est-à-dire ces personnes pour lesquelles la violence est tout le temps omniprésente. Donc, par exemple, des personnalités perverses. C'est leur structure psychiatrique. Voilà, il y a déjà une structure psychologique où finalement, toute contrariété, toute difficulté sera vécue comme une violence faite à soi. Et la réaction immédiate, ce sera un comportement violent, aussi bien au sein du foyer qu'à l'extérieur. Même si à l'extérieur, par exemple, les personnalités narcissiques vont faire bien attention à ce qu'ils font et comment ils le font. Mais n'empêche qu'en eux, aussitôt, il y a un vecteur comme ça qui les dirige vers des comportements violents. Et puis l'autre distinction que je fais, c'est plutôt ce que j'appelle donc les auteurs de violence, à côté des hommes violents, pour qui la violence est plus contextuelle, même si elle peut être répétitive, mais qui sont aussi capables d'autre chose, même dans la difficulté. D'accord. Alors comment vous les traitez, ces hommes violents? Quelles sont les thérapies spécifiques? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas de récidive après? Comment ça se passe? Alors pour la première catégorie, il y a peu de possibilités au niveau thérapeutique, parce que quand on est bloqué par des systèmes pervers, effectivement... Oui, c'est un autre type de traitement, mais en tout cas pour les hommes auteurs de violence... Alors pour eux, effectivement, il y a quand même des prises en charge, et on le fait, nous, depuis 25 ans, avec quand même des résultats positifs, même si ces résultats vont de la simple distanciation, prise de recul, jusqu'à une véritable transformation de la personnalité. Mais est-ce que vous avez beaucoup d'hommes qui viennent vous voir, qui font cette démarche
Écoutez, au centre parisien, c'est environ 120, 130 personnes par an. C'est beaucoup, pas beaucoup? J'ai du mal à m'en rendre compte. Alors, à la fois c'est beaucoup, et comparé à la population de toute la région parisienne, c'est pas beaucoup, c'est rien du tout. D'accord. Mais ils viennent nous voir par obligation ou parce que c'est une démarche personnelle, parce qu'ils ont conscience de la gravité de la situation? Alors, on a environ la moitié des personnes qui viennent sous obligation de justice, donc ils ont une obligation de soins, ils viennent contraints et forcés de cette manière-là, ce qui est pour nous une grande chance, entre guillemets, effectivement, de pouvoir travailler avec eux, même si, sur le principe, ils ne sont pas d'accord au début. Puis, souvent, l'idée, c'est le psy, c'est pour les fous, c'est pour les malades. Moi, je ne suis pas fou, je ne suis pas malade. Enfin, il y a tous ces stéréotypes aussi qui font que, et qui viennent légitimer leur non-vouloir. Mais comme ils sont contraints et forcés, finalement, nous, on a, entre guillemets, la chance de pouvoir travailler avec eux parce qu'on sait qu'ils vont revenir. Et que même s'il va nous falloir du temps pour toucher à ce point de la souffrance, mais au moins on va avoir le temps de le faire. Parce que la prison tout seul, ça ne sert à rien. Tous les hommes violents, finalement, devraient... On ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Devraient avoir des traitements ça peut quand même protéger une victime. Il y a des gens qui sont véritablement dangereux. Oui, protéger la victime, mais pour l'homme violent lui-même... Quand même, la sanction, ça a quelque chose qui peut être, non pas thérapeutique, bien entendu, mais qui peut conduire à quelque chose qui vient marquer l'esprit et pointer des inscriptions qui font que, effectivement, quelque part, ils ne peuvent pas recommencer. Mais ça ne suffit pas, parce que pas pouvoir recommencer, si c'est cet homme qui vous dit, comme j'ai pu l'entendre, moi je ne frapperai plus ma femme parce que je ne tiens pas à aller en prison. Bon, quelque part, c'est bien, il n'y aura plus de violence physique. Évidemment, il y aura beaucoup plus de violence psychologique. Et au fond, il n'a aucune considération dans son discours pour la personne qui l'a frappé. Il est très centré sur lui-même. Donc la prison, non, je ne dirais pas que ça ne sert à rien. La sanction en tant que telle, il me semble qu'elle est nécessaire pour justement marquer la loi. Ensemble, brisons le cercle de la violence. Dénoncez votre escalier. Avant qu'il ne soit trop tard. Si moi aujourd'hui justement je peux aller dire à toutes ces femmes que c'est aujourd'hui que ça commence et peut-être leur faire gagner des années précieuses, c'est merveilleux. J'ai vraiment une chance aujourd'hui de pouvoir faire ça. Ouf.